Bon, j'imagine que votre intervention a suscité pas mal de questions, donc je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, puisque finalement ce que vous dites, c'est cette notion de congruence, c'est bien ça qui pose problème. Il y a ce qu'on veut dire, il y a la façon de le dire, il y a aussi ce compter, et ça aussi c'est peut-être une façon de dire des choses quand même. Donc ça renvoie forcément à plusieurs problématiques, notamment sur l'hôpital. Je ne sais pas si certains ont des questions, oui. Les hôpitaux sont en grosse restructuration et la question que je vous pose, c'est comment on peut avoir le nez à la fenêtre pour sentir les évolutions et comment en même temps prendre le temps pour essayer de rechercher le sens de nos institutions. Est-ce qu'il n'y a pas un piège ? Il faut toujours qu'il y ait enfin ça c'est ce que je vais dire est banal par rapport à une entreprise, mais il faut toujours une certaine répartition des tâches dans un exercice de réforme. Et je pense que si on regarde par exemple sur Areva dans les 7-8 dernières années, où le monde va de plus en plus vite et où heureusement on avait réfléchi à temps, il y a quand même eu une certaine répartition des tâches et pas simplement une organisation pyramidale qui faisait que, par exemple, je sais très bien ce que ma présidente, dont je suis par ailleurs proche, puisque j'ai été son professeur quand j'étais petit, quand elle était plus petite, pardon. Je sais très bien ce qu'elle ne sait pas, mais entre nous, c'est une règle assumée, quoi. Je ne vais pas lui reprocher de ne pas savoir certaines choses, mais il y a une vraie délégation. Bon, inversement, on a un directeur de la communication dans Areva, mais le directeur de la communication, il fait des trucs qui sont assez banaux par rapport à un directeur de la communication. Il réfléchit jamais sur les trucs dont je vous ai parlé, donc parce qu'on sait bien qu'il n'aura pas le temps de le faire, ou qu'il ne le fera pas, ou qu'il n'aura pas envie de le faire. Donc il faut quand même une certaine répartition des rôles. Après, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, j'ai pas du tout de conseils à vous donner. Je disais à table en riant que moi, j'étais l'exemple même du cas de sup à qui il arrivait aucun discours sur la médecine prédictive. Donc, je m'interrogeais sur le système autour de moi, non pas parce que j'avais vraiment envie d'avoir les réponses, mais c'est parce que je trouvais que c'est assez étonnant s'il y avait des évolutions en rupture sur la médecine prédictive. Mais il faut jamais je crois que contrairement à ce que certaines modes laissent à penser, il faut jamais laisser de côté ni les idées ni les voies de progrès. Et les idées peuvent toujours remplir un rôle. Par contre, c'est vrai que pour un président de société, il vaut mieux déléguer les idées à quelqu'un d'autre parce que comme ça, elle peut se concentrer sur son travail. Mais bon, ça dépend un peu de. C'est très personnel, c'est très personnel. Bon, par exemple, aujourd'hui, si vous voulez, on a une évolution. Je ne veux pas trop parler, mais on espère, on a trouvé des choses en rupture sur l'histoire de changement climatique. Bon, qui sont vraiment très très importantes. Enfin, si on les trouve, ça double ou ça triple la valeur d'Areva. Mais ma présidente, elle veut juste le résultat et puis elle se fiche pas mal des difficultés que j'ai tous les jours pour essayer d'y arriver ou des chances que j'ai d'y arriver. Les chances que j'ai d'y arriver ne l'intéressent absolument pas. Elle sait que la décision a été prise de le faire et elle sait que c'est la réponse pour telle date. Et puis pour le reste, c'est une vraie délégation. Par contre, si moi je viens la voir en lui disant n'est-ce pas que vous espérez que je vais y arriver, elle me dit il faut occupez-vous de votre travail ou occupe-toi de ton travail et laisse-moi tranquille. Donc pour ça que les partages, ça existe quand même. Ce qui est plus dur dans une entreprise, mais je sais pas, ce qui est plus dur, c'est que c'est très très dur de former les gens ou de reformer les gens après 40 ans. Je ne sais pas si c'est les outils de formation qui sont pas bons, mais on est très mauvais sur la formation des gens qui se sont déjà installés dans la vie. Et on a beaucoup de mal ou d'inertie. Je trouve qu'on fait une sous-utilisation du net par rapport à ça. Enfin, je sais pas, mais on est très mauvais sur la formation des gens de plus de 40 ans. Les jeunes, on y arrive bien, mais les plus de 40 ans, on n'a pas trouvé comment le faire. Et du coup, on a des problèmes
Nous, on est dans un monde qui avance. Alors, le vôtre avance certainement aussi beaucoup. Moi, je le vois au niveau des transparents, les présentations sur l'énergie nucléaire. Ça avance entre 10 et 15% par an. L'intelligence derrière la description du monde. Alors, c'est clair que ça pose des problèmes de surtension pour des organisations terribles, parce qu'on n'est pas habitué à des mondes qui avancent à des vitesses de plus 10-15% par an. Mais on a finalement, paradoxalement, beaucoup plus de capacité à le transmettre au moins de 40 ans que plus de 40 ans. Et on n'est pas bon sur les plus de 40 ans parce qu'on n'a pas de gens spécialisés là-dessus, etc. Après, apprendre la tolérance, ça c'est un peu difficile aussi, parce que c'est pour ça qu'il faut un peu de philosophes dans les entreprises, pas trop, parce que sinon c'est eux qui pèteraient les plombs, mais un peu quand même, parce que ça leur fait du bien. Vous avez abordé tout à l'heure à propos des déchets nucléaires un problème auquel on est tous un jour ou l'autre confrontés, qui est qu'on a l'impression que quoi qu'on dise, on va être inaudible. On pense avoir de bonnes raisons d'avoir raison sur tel point, mais on sait que quoi qu'on dise, ça ne passera pas et ça ne sera pas audible. Quel est le type de position à prendre dans ces cas-là, sachant qu'on n'a pas, dans ce cas de figure, 300 000 € à mettre dans l'étude? Moi, j'avais la chance d'avoir une loi qui avait été votée en France en 91 avec réexamen nécessaire avant 2006, dont l'application avait été faite. Je crois que les lois, ça sert quand même. Moi, j'ai travaillé dans le cadre d'une loi qui avait été votée, qui avait été appliquée. Aucun des deux partis politiques majoritaires n'avait vraiment envie de s'en charger, mais aucun n'avait envie de l'empêcher. On a fait une commission nationale du débat public qui a été extrêmement intéressante dans la mesure où elle a montré que c'était un sujet qu'il n'y avait aucune raison d'expliquer, mais toutes les raisons de dédramatiser. Donc la commission du débat public a rempli son rôle et elle a conduit à une réelle dédramatisation du sujet, à défaut de partager des explications. Troisième chose, c'est que lorsque la loi a été votée au Parlement, à partir du moment où les résultats de l'étude d'Iribarne avaient été pris en compte, on a assisté à un phénomène qu'on n'avait absolument pas prévu, à savoir que tous les journalistes se foutraient du sujet et que le sujet sortirait de l'écran. Ce qui fait d'ailleurs que la plupart des Français ne savent pas qu'une loi a été votée sur les déchets nucléaires, parce que fondamentalement, même les journalistes ne les ont pas informés qu'une loi avait été votée. Donc le sujet, ce qui a été notre cas, est très intéressant de l'étude, parce que c'est une dédramatisation institutionnelle et politique. Après, ça dépend de la complexité des sujets, parce qu'il y a des sujets qui sont simples et des sujets qui sont complexes. Celui-là, quand même, c'était 20 ans d'erreur, donc il y avait quand même beaucoup de choses. Mais après, le problème dans nos sociétés, je trouve qu'on se pose beaucoup la question du quoi et très peu la question du qui, en termes de message. On survalorise toujours la question qu'est-ce qu'on veut dire ou qu'est-ce qu'il y a à dire, etc. Et on sous-évalue les questions de qui doit le dire ou qui a à le dire ou qui est en charge de le dire ou qui est en charge de s'exprimer là-dessus. Et beaucoup de choses que je note, moi, mais je note que ce que je vois, sont liées à l'absence de qui beaucoup plus qu'à l'absence de quoi. Après, il faut vraiment que je file. La dernière question. Après, il faut vraiment que je file. C'est pas que je vous aime pas. Oui, je vais essayer d'être bref pour permettre de filer. La première question à vous poser, c'est en fait, vous avez surtout parlé de l'opacité, pas du tout de la transparence, ce qui laisse à penser que vous ne croyez pas du tout dans la transparence. Et puis, le deuxième problème en termes de communication, c'est vous nous parlez de la variable, le temps, la climatologie montre qu'il y a une évolution, et après vous nous parlez des économies d'énergie. Or, on a vu des choses qui ont bien illustré les problématiques des économies d'énergie. Moi qui ai plus de 40 ans, ici, j'ai vu une période où on a essayé de faire des économies d'énergie en France. On y est un petit peu arrivé, puis après ça s'est dégradé. C'est-à-dire comment... vous parlez de la variable de temps en termes d'accélération, mais il y a aussi une variable de temps en termes de déroulement qui fait qu'elle est très oscillante. Et comment vous situez votre discours par rapport à ce qu'est l'effet de mode et ce qu'est l'effet d'évolution obligatoire?
Alors, je vais d'abord répondre à la deuxième question. Vous avez tout à fait raison. Les gens ont pensé entre 85 et 90, disons, que l'énergie était tout d'un coup devenue abondante. Ensuite, ils ont pensé que la seule réflexion qu'il y avait en matière d'énergie, c'était la libéralisation, parce qu'on avait libéralisé, je sais pas quoi, les télécoms, les ordures ou quoi, et qu'il fallait faire la même chose pour l'électricité. Le manque de constance dans le temps, où tout d'un coup l'oubli de choses qui étaient toutes évidemment restées prioritaires, est l'observation numéro 1. Donc sur la constance, c'est bien évidemment. C'est aussi vrai d'ailleurs quand vous regardez d'autres sujets, parce que je veux dire que pour les gens, ils font des cocoricots sur le nucléaire français, mais si on n'avait pas fait de la constance dans le temps, on ne serait pas ce qu'on est. Hein, donc bon, il n'y a pas de miracle. Donc sur la constance dans le temps, la transparence. Moi, autant je sais ce que c'est qu'une idée, autant je sais ce que c'est qu'une sincérité, un courage, même une générosité. Autant la transparence, je sais pas très bien ce que c'est, parce qu'il y a tellement de choses que je sais ce que c'est qu'un débat, je sais ce que c'est que des controverses, je sais ce que c'est que des discussions, mais la transparence, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, je sais que alors que les choses sont claires, on les laisse opaques ou on les rend opaques. Là, je sais ce que ça veut dire par rapport à la transparence. Bon, pour vous donner un exemple de transparence sur quelque chose moi, je serais tout à fait favorable à titre de citoyen au fait qu'on décide que dorénavant. Toutes les centrales nucléaires sont suivies par un contrôle virtuel dans un lieu international, et que, en cas d'incident supérieur à 1, une équipe internationale prend la responsabilité de la centrale autant que les autorités de sûreté du pays considéré. Bon, ça c'est de la transparence au sens où vous l'entendez. Pour moi, c'est une idée. Donc, faut pas trop jouer sur les mots. Après. Non, je crois qu'il faut qu'il y ait des acteurs ou des gens qui jouent leur responsabilité d'homme. Et puis, par contre, au plan mondial, si vous voulez, quand le problème science de nature, quand même, indépendamment des histoires de mondialisation, le problème science de nature à partir du moment où ce que vous observez qui se passe dans votre propre pays n'est plus qu'une toute petite partie du sujet. Or, aujourd'hui, dans les domaines d'énergie, 80% des problèmes, 80% des sujets sont devenus mondiaux, et 20% des sujets ou 30% sont restés nationaux. Et donc, là, vous voyez les choses autrement, parce qu'il faut les voir de multiples endroits et savoir. Un des problèmes importants pour la transparence, on ferait beaucoup de transparence dans l'expression si on était capable de mieux écouter. Donc déjà, la transparence de l'écoute, ça serait déjà un sacré progrès. Bon, je ne vais pas vous ennuyer plus, parce que j'ai vraiment raté mon TGV et mes élèves. Je vous souhaite un bon 3 jours. Et puis, si mon speech vous intéresse, vous pouvez toujours m'écrire si vous avez des réactions. Je vous souhaite un très bon colloque.